Journal de bord d'un élu local, épisode 114. Pas d'enfants à la rue, épisode 1. Cet épisode est le premier d'une série de 3 qui furent enregistrés le 17 avril. La situation a évidemment évolué depuis. Nous vous en faisons un résumé à la fin de l'épisode 116. Bonjour Nicolas. Salut Yael. Nicolas, aujourd'hui, on reçoit Michael Martel. Bonjour Michael. Bonjour. Et Lola. Bonjour Lola. Bonjour. Vous faites partie du collectif Pas d'enfants à la rue. C'est un collectif qui milite autour d'une situation très réelle à Blois ici. C'est quelque chose que tu vis de façon très proche. Nico, est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît ? Bah là oui, l'idée c'était pas de témoigner en tant qu'élu, mais plutôt que parent d'élève. Moi j'ai 2 enfants, donc un qui est dans une école maternelle qui s'appelle l'école Simone de Beauvoir et qui est en moyenne section, et puis un autre qui est en école primaire, donc l'école juste de l'autre côté de la route, qui elle s'appelle Victor Hugo, je dis les noms parce qu'on va en parler après, et qui est en CE2. Et dans les 2 écoles de mes enfants, aussi bien en maternelle qu'en primaire, il y a plein d'enfants, des camarades de classe à eux, des enfants aussi, parce que ma femme est institute dans une de ces écoles, professeur des écoles, où du jour au lendemain, on apprend que tiens, ils ont dormi à la rue, ou ils vont dormir à la rue, ou ils risquent de dormir à la rue. Et ça a quand même concerné 11 enfants dans l'école maternelle et 11 enfants dans l'école primaire depuis le début de l'année. Donc c'est 22 enfants en tout sur l'ensemble des 2 écoles, c'est assez énorme. Et puis en fait, j'avais proposé à Mickaël de venir parce qu'il est professeur de ces écoles et il avait milité assez fortement au début, il n'y avait pas de collectif, pour pouvoir loger un premier enfant quand on a découvert cette situation. C'était quand ça ? Ça, c'était la première famille. L'histoire de la première famille, c'était dès septembre, dès la rentrée de septembre. Une maman s'est déclarée le premier jour de l'école en disant ma fille ne viendra pas parce qu'on vit à la rue en ce moment, on vit à la gare. Elle avait honte, tout simplement honte de faire venir la petite dans l'école. Et on lui a dit non, faites venir votre enfant, faut qu'elle soit prise en charge par l'école. Et le lendemain, elle est venue. Mais dès ce jour-là, le directeur, moi, on a fait notre travail, c'est-à-dire déclarer la situation aux différentes autorités, associations. Et puis, il s'en est resté de là parce que moi, je pensais que ça allait être réglé très rapidement. C'était la rentrée, donc on était tous pris dans l'énergie de cette rentrée. Et moi, je me suis dit, bon, ça va se régler très rapidement. Et puis finalement, fin septembre, au détour d'une discussion avec mon élève, je suis un peu tombé de ma chaise, quoi, parce que je lui demande comment ça va dans votre nouveau logement. Et là, on me raconte elle me raconte que non, elle n'a pas de nouveau logement. Elle est à la gare. Donc là, ça a été un peu le choc. Et puis, à ce moment-là, j'ai essayé de trouver une solution pour cette famille, sachant qu'il y avait beaucoup d'associations qui étaient déjà saturées sur les prises en charge. Évidemment, le 115 qui répondait plus du tout. Sachant que, cette famille était à la rue depuis mi-août. Et la solution que j'ai trouvé par une association, c'était autour de début octobre. Donc concrètement, cette famille a fait 1 mois et demi à la rue, avec 4 enfants en tout. Voilà, il y avait une petite fille en CE1, une autre en maternelle, une grande sœur au lycée hôtelier et un bébé. Et donc ils étaient 4 enfants qui sont finalement restés à la rue 1 mois et demi. Et donc Michael a prévenu normalement, à partir du moment où tu as un enfant de moins de 3 ans, le conseil départemental par la protection de l'enfance a une obligation de mettre ses familles à l'abri, pardon. En théorie, non, du coup. Voilà. Merci. Et au-delà, après, c'est la préfecture qui doit mettre à l'abri les gens. Et donc, ayant aucune réponse, finalement, c'est Mickaël qui a commencé à démarcher toutes les associations, apprenant que ça faisait 1 mois et demi qu'elles étaient à la rue. Et tu as trouvé une solution, il me semble, auprès d'une association catholique. C'est ça, c'est l'association Saint-Vincent de Paul. J'ai eu vraiment un coup de chance, c'était par mon réseau personnel. Le hasard a fait que cette association, il lui restait un logement pour une famille. Et sachant que c'était pas facile pour cette association parce que
accueillir une famille avec 4 enfants, une mère plus 4 enfants, ça fait 5 personnes, il faut trouver vraiment le logement adapté. Donc c'était un coup de chance, vraiment un coup de chance. Donc première famille, la situation a été réglée finalement assez rapidement au moment où moi je prends en charge fin septembre. Mais voilà. Mais du coup, tu dis première famille parce qu'il y a eu plusieurs familles. Voilà, C'est ça ? il y a eu plusieurs familles, ça a démarré, l'histoire un peu du collectif a commencé ici parce que au moment où moi je parle de cette situation-là, je ne suis pas vraiment tout seul, il y a les parents d'élèves et il y a 2-3 parents d'élèves qui ont été très sensibles à la situation. Et en fait, à l'origine de tout ça, c'est quand même simplement de l'empathie et de la solidarité minimale vis-à-vis des enfants. Et quand on est enseignant et qu'on a les élèves en face de soi au quotidien, et quand on est parent d'élèves et qu'on sait que nos enfants jouent avec ces enfants-là, ben voilà, il y a des gens qui ont réagi et des parents d'élèves qui ont créé un collectif pour soutenir cette première famille. Et donc ça a été l'embryon de solidarité citoyen autour de cette première famille qui a engendré ensuite la création du collectif. On ne se rendait pas du tout compte qu'il y aurait autant de familles. À ce moment-là, on avait réglé un petit problème. Et les familles, donc les parents d'élèves, finalement, ils se sont mis à aider pour faire le déménagement, pour apporter à manger à ces familles qui n'avaient aussi pas forcément à manger. Et donc, il y a un petit fil WhatsApp qui a commencé à se créer pour aider à déménager, pour aider à apporter à manger. Il y a un restaurant d'un parent d'élève qui a commencé aussi à livrer des repas de son restaurant pour rendre service. Donc, ça montrait aussi une certaine solidarité, parce qu'en fait, on est dans une école de centre-ville, avec des gens de classe moyenne ou plus aisés, avec une vraie mixité sociale, ce qui est assez rare finalement d'avoir vraiment une mixité où ça fonctionne aussi bien. Parce que toutes ces familles qui sont concernées par des logements en hôtel, souvent, c'est qu'elles sont logées ayant pas d'adresse propre étant à l'hôtel. Leur adresse de rattachement, c'est le CIS. Donc, c'est l'action sociale intercommunale. Et donc, ils ont un adressage à cet endroit-là pour pouvoir essayer de trouver un travail, recevoir leur courrier. Étant adressés au CIS, leur école de rattachement, même s'ils sont logés dans un hôtel à Vineuil, à Saint-Gervais ou autre, ça va être Beauvoir et Victor Hugo. Et donc, en plus de ça, les enfants, ils peuvent se retrouver à faire 20 minutes de bus tout seuls le matin pour aller à l'école, pour en revenir. Mais il y a un vrai mélange. Et puis finalement, donc là, ça a été une famille résolue. Puis peu de temps après, on a découvert qu'il y avait une autre famille qui risquait d'être mise dehors. Donc là, c'est la ville qui a répondu, présente. Voilà. Alors, avant ça, donc ça, c'est fin septembre, il y a eu cette première famille qui s'est déclarée. Ensuite, moi, j'en parle à un ami enseignant, Julien Collin. On se connaît depuis des années. Et quand je lui ai parlé de cette situation-là, lui, tout de suite, il a été dans l'action collective. Il s'est dit, il faut faire quelque chose, pas simplement individuellement, pour une situation particulière, mais collectivement. Parce qu'il avait connaissance d'un collectif qui s'était créé à Tours, et il avait connaissance de situations qui étaient semblables à Tours depuis mars 2023. Et donc lui, il s'est dit, il faut créer quelque chose collectivement, parce qu'en dénombrant un petit peu, on a vu qu'il y avait au moins une trentaine d'enfants qui étaient à la rue sur Blois, et lui s'est dit, il faut créer quelque chose, il faut créer un collectif. Et c'est sous son impulsion que le collectif a été créé. Qui était à la rue ou qui risquait d'être mis à la rue. Ce qui s'est passé, c'est que le conseil départemental a considéré finalement qu'ils hébergeaient trop de familles. Pourquoi je dis que le conseil départemental a considéré qu'il hébergeait trop de familles ? Tout simplement parce que le nouvel exécutif du conseil départemental a décidé d'avoir une interprétation de la loi Moll plus drastique. C'est-à-dire que la loi Moll, c'est la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Cette loi, elle établit que les conseils départementaux ont normalement l'obligation de mettre en place des dispositifs pour assurer le logement des familles précaires lorsque celles-ci se trouvent dans des situations de grande vulnérabilité ou de détresse sociale. Et donc, le département du Loir-et-Cher, lui, il hébergeait plusieurs dizaines de familles. Et il a fait le choix de passer de plusieurs dizaines de familles hébergées à quelques-unes, considérant que ça coûtait cher, en s'appuyant sur une vision plus dure de la loi Moll. Il a considéré en fait une non-vulnérabilité de ces femmes qui risquent de se retrouver à la rue avec leurs enfants, qui sont souvent des femmes seules, isolées, avec peu ou pas de ressources et qui ont très souvent eu des parcours traumatiques lourds. Mais elles peuvent avoir eu
un enfant avec le même homme à 2 reprises. Et donc, à partir de là, le conseil départemental, il s'est servi de cet argument pour nier la précarité de ces familles, considérant que le fait qu'un homme ait pu se déclarer père de 2 enfants, et non pas d'un seul, suffisait à prouver que ces mamans n'étaient pas isolées et que donc elles ne dépendaient pas de cette loi chargée d'assurer la protection des familles en grande vulnérabilité, en détresse sociale. Et donc, ils les sortent des hôtels et ils les laissent dehors et ils les mettent finalement en grande vulnérabilité et en détresse sociale. Et concrètement, le collectif se crée aux vacances de la Toussaint. Et dès la rentrée, on a une nouvelle famille qui se déclare. Et donc là, c'est 4 enfants, si je ne me trompe pas. Et bien là, branle-bas de combat, parce que c'est une famille qui se déclare à Victor Hugo, il y a une autre famille qui se déclare à Jules Ferry, à l'école Jules Ferry dans l'arrêt Plus. Et donc là, dès le premier jour de la rentrée, le collectif qui avait 2 semaines de naissance, eh bien, on a dû agir et on a eu une semaine un peu folle où il a fallu travailler sur plusieurs familles pour essayer de trouver des solutions de mise à l'abri. Il y a eu des citoyens qui ont aidé, l'école qui a fait une mise à l'abri, l'école de Jules Ferry a fait une mise à l'abri aussi. Donc il y a eu un premier dialogue avec la mairie, avec différentes institutions, la députée, le préfet, et ça aboutit quand même en une semaine grâce à notre réseau d'élus aussi qui ont milité, ils ont discuté à la mairie sur le sujet de la mise à l'abri d'une famille, de 2 familles même, à la fabrique. Et voilà, c'était notre première victoire. On peut dire, après, c'était pas évident parce qu'en gros, ce qu'on s'est dit, c'est juste en termes de dignité, on peut pas laisser les enfants dormir dehors. Peu importe les compétences, peu importe, en fait, on peut juste pas laisser les enfants dormir dans la rue. Peu importe les compétences de collectivité. Et en fait, quelque part, c'est ça qui a été compliqué, c'est que la mairie et la région, elle disait, nous, on est d'accord, on veut pas se retrouver avec des enfants dans nos rues, dans les rues de Blois. Ça nous concerne, ça nous touche parce qu'on est la ville et on va avoir des gens dehors. Mais pour autant, attention, on n'a pas non plus envie de mettre le doigt dedans parce que si on commence à financer des logements, alors que ça serait au département de les financer ou à la préfecture de les financer, le risque, c'est que eux, ça les arrange bien, ils vont faire des économies et c'est nous qui allons prendre la relève avec les deniers de la ville, alors que c'est une compétence du département et de la préfecture. Et donc il y avait une certaine crainte de ce côté-là. Donc la mairie a accepté malgré tout de mettre un logement à disposition pour une famille pour éviter que ses enfants dorment dehors. La région l'a fait aussi dans des lycées. Mais c'est pas une situation de long terme et en fait c'est presque gênant dans le sens où on se dit oui mais c'est pas une vraie solution de long terme. Ce qu'on a vraiment besoin de faire, c'est de mettre la pression sur le département et les préfectures pour qu'ils répondent à leurs obligations de mettre à l'abri ces enfants. Et c'est à ce moment-là, au moment où cette pression politique commençait à sortir dans la presse, commençait à se savoir dans les cercles militants, qu'il y a des gens qui ont rejoint le collectif sans forcément être ni parents d'élèves, ni enseignants, mais juste par militantisme et par, on va dire, par conscience sociale. Et donc là, c'est là que des gens comme Lola, par exemple, sont arrivés. Oui, parce que le collectif a réalisé notamment une réunion publique en novembre, je crois. Tu peux me le confirmer, oui, Mickaël? C'est ça. Et à ce moment-là, c'était assez impressionnant parce qu'on était à peu près 80 à assister à cette réunion. Et c'était aussi très surprenant, très très surprenant de voir qu'autant de familles étaient concernées à Blois. Et c'est particulier parce qu'on est sur une moyenne ville. Et là où à Tours, on va avoir plus de monde, plus de mobilisation, mais moins de familles concernées par le sans-abrisme, et bien à Blois, on explose les chiffres. Avec parfois des personnes qui sont hébergées par le conseil départemental depuis des années à l'hôtel. Je crois que le conseil départemental a affirmé que la personne qui était là, enfin la famille qui était là depuis le plus longtemps, c'était depuis 4 ou 5 ans. Et en moyenne, ces personnes sont hébergées durant 2 ans et demi à l'hôtel. Donc, eux considèrent que c'est de l'hébergement d'urgence, mais ça coûte un fric de dingue. Et on peut pas rester avec des parcours qui sont aussi cabossés déjà en arrivant et les traiter comme si c'était des moins de rien. Moi, je me suis engagée parce que c'est une question d'humanisme. Ça me paraissait complètement insensé. Et je suis étudiante. On a beaucoup d'enseignants au sein de ce collectif qui était embryonnaire et qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. On doit être encore plus soudés, encore plus fort, encore plus impactant,
mais tout en gardant ce lien notamment avec les collectivités, avec la mairie, avec la préfecture aussi et avec le conseil départemental, même si on n'a pas la même interprétation des lois. On va continuer à parler du collectif Pas d'enfants à la rue dans un prochain épisode avec Michael et Lola et Nicolas évidemment. Merci beaucoup, à plus tard, enfin à la prochaine. À tout de suite. Ouais. Merci. À tout de suite. Tout a donc commencé par la découverte d'une famille dont les enfants dormaient à la gare. Michael Martel, qui leur a trouvé une solution temporaire, a récolté le témoignage de Stella, la grande sœur de cette famille de 4 enfants. Bonjour, je m'appelle Stella, je suis une élève qui a 15 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire, les étapes qui s'est passées avec ma famille, malgré le fait qu'on a eu beaucoup de difficultés et on n'a toujours pas de solution. Eh bien, en 2018, avec ma famille, nous sommes venus en France puisqu'on avait eu un problème en pays. Ma mère s'était fait violer pendant qu'elle était enceinte. Et avec ma petite sœur, on a vu tout ce qui passait. Et on était terrorisés malgré cette action. Donc, on a décidé de s'enfuir du pays et venir en France. J'ai commencé mon école en CM2. Malgré mes difficultés, j'ai quand même pu réussir à comprendre et à avoir presque le même niveau que les autres élèves. Et depuis, on a essayé de demander de l'aide au 115. Ils disaient toujours qu'il n'y avait pas assez de place, ils ne trouvaient pas de solution. Et donc, un jour, on est venu à Blois et ils ont pu nous trouver un logement. Et depuis ce jour-là, malgré ça, ça a quand même pas duré assez longtemps. Ils ont essayé de trouver encore des logements pour nous. Et pour ça, un jour, ils ont trouvé encore un hôtel. Et ça s'appelle le Villa Bellagio. On était partis là-bas, mais l'hôtel, il était censé se finir quand mon petit frère, il aura eu 3 ans. Et de là, on a pu avoir un peu d'espoir qu'on a pu pour avoir le papier. Mais malgré ça, ça a toujours quand même pas marché. Ils nous ont jetés à la rue. Et à la rue, avant de rentrer, on a fait 15 jours à la rue. Ils nous ont jetés dehors pendant 1 mois. Nous étions affamés, on se trouvait dans la gare, nous avons froid. Nous avions eu peur que nous chassent dehors. On essayait de trouver, peu importe le logement, un endroit où se chauffer. En plus de ça, que c'était vraiment vers l'hiver. Pour trouver une solution, c'était vraiment très dur. Alors, avec ma maman, on a essayé de trouver des petits endroits pour nous réchauffer, comme trouver des petites solutions avec des amis par-ci, des amis par-là. Malgré le fait qu'on ne faisait pas vraiment très confiance, on n'avait pas le choix. Mais pour que mes petits frères ils se sentent bien à l'aise, qu'ils ne tombent pas malades, on essaye de rentrer chez eux en cachette pour manger, ou soit se nourrir, ou brosser les dents et se laver et se partir directement et partir en cours. Mais malgré ça, si on partait en cours, on ne retournait pas chez eux, on retournait à la gare, on se retrouvait là. Malgré qu'on n'avait pas de couverture ou quoi que ce soit, on devait faire avec. On était toujours à la gare, on essayait de trouver une solution, mais on n'arrivait pas à trouver. Malgré ça, on a quand même pu avoir l'espoir. J'ai quand même pu réussir à mes études. À partir d'aujourd'hui, je vous raconte ça quand j'ai fini mon stage. Même si des fois, je peux faire des cauchemars, j'arrive pas à me concentrer dans les cours. J'ai quand même pu essayer de me donner à fond et avoir des bonnes notes pour soutenir ma famille. Jusqu'à aujourd'hui, j'espère que mes petits frères feront de même et j'espère qu'on va trouver une solution malgré tout ce qui s'est passé. Et j'espère que vous aussi, vous pouvez trouver de la solution malgré le fait que les gens ils sont dans la rue et essayer de les aider avec tout le soutien possible, malgré le fait que ça ne soit pas un très grand témoignage. Merci. Quand ils nous ont trouvé une solution, ils nous ont pu nous loger dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Villa Bellagio, qui se trouve à la chaussée.